Bonjour tout le monde, ici Amaury Perveillot pour la deuxième édition de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Et comme ma voix le suggère, grosse innovation en commande puisque notre franchise player Guillaume Degout LA avait besoin d'une semaine pour se remettre du superbe premier derby de Los Angeles, fatal aux Lakers. La NBA a repris ses droits depuis mardi et a par conséquent écourté nos nuits. Ça tombe bien, le changement d'heure c'est pour ce week-end et il faudra donc se lever un peu plus tôt encore pour assister à ce début de saison excitant. Justement, sans forcer le contre-courant, ne faudrait-il pas se prémunir de tout emballement, garder toute mesure et surtout ne pas tirer de conclusions trop hâtives alors que les franchises n'ont pas encore toutes joué leur premier match de saison régulière. Les Clippers ont-ils vraiment tapé très fort d'entrée de jeu ? Le message envoyé par Philadelphie a-t-il une chance de durer ? Quelles seront les bonnes ou mauvaises surprises du début de saison ? On fera aussi un petit détour par l'Europe et l'Euroleague. L'Asvel affronte ce vendredi Kaunas et enchaînera à Rouen dimanche. Le club lyonnais arrivera-t-il à tenir ce rythme infernal ? Comment y parvenir ? Autant de questions auxquelles notre casting du jour va tenter de répondre. Autour de moi, un inconditionnel du beau jeu et du mid-range game, le bien nommé Gaëtan de la Folie. Bonjour Gaëtan. Bonjour Amaury, bonjour à tous. À ma gauche, un petit nouveau, son début de semaine poussif en fantasy incite lui aussi à ne pas tirer de conclusions hâtives. Bonjour Samy Sadik. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Et enfin, live from l'aéroport de Salt Lake City et en partance pour San Francisco, on ne trahit pas de secret, Maxime Mallet. Salut à tous. Voilà, le décor est planté, on va donc prendre l'expression consacrée. 3, 2, 1, début du game. Alors messieurs, première question, après 2 nuits, 13 matchs, vous le sentez comment ce début de saison NBA ? Plutôt enthousiasmant. C'est vrai que ça faisait plusieurs semaines. La NBA fait bien les choses. Il y avait ce derby de Los Angeles programmé d'entrée pour faire monter un peu la pression après cette intersaison complètement folle qui a vu tant de grands joueurs changer d'équipe. Et le match, on va pouvoir en parler un peu plus longuement, a répondu, je pense, aux attentes, même si les joueurs des Lakers ont répété qu'il ne fallait pas tirer trop de conclusions justement de cette défaite. On y a vu quand même pas mal de choses sympas. Il y avait aussi Toronto, on a remis les bagues des champions. Il y a eu derrière un match assez chouette qui allait en prolongation. Il y avait beaucoup d'intensité dans les courses, dans les déplacements. Ça a commencé assez fort. Alors on a vu certains matchs, c'est la saison régulière NBA, c'est un peu plus détente sur la défense, mais dans l'ensemble, il y a eu pas mal de belles choses. Ça commence plutôt du bon pied. Samy, tu es plutôt d'accord que peut-être qu'il y a moins ce round d'observation qu'il peut avoir sur le début de saison ? C'est ça, on a commencé très fort avec une affiche entre le derby de Los Angeles, les deux des équipes qui sont parmi les favorites pour la bague en juin. Et on a eu d'autres matchs prometteurs, même un match comme Minnesota-Brooklyn a été un match avec un scénario un peu fou, les 50 points de Kyrie Irving, mais qui manque le tir de la gagne. On a vu aussi des duos qu'on nous promettait depuis plusieurs mois enfin en action. À Dallas, le duo entre Luka Doncic et Kristaps Porzingis a fait son premier match sous ses nouvelles couleurs et le résultat était assez prometteur, même si c'était face à Washington, donc il faut pas tirer de conclusions hâtives. Donc c'est un début vraiment prometteur et ça donne envie de suivre cette saison. Maxime, toi, tu étais au match Clippers-Lakers. Il faut vraiment respecter cet ordre-là. La question qu'on a envie de se poser, parce que tu l'as vu de tes yeux vrais, est-ce que le niveau de jeu des Clippers est aussi élevé que ce qu'on prétend ? Quand ils veulent s'y mettre en défense, ça peut devenir assez effrayant, oui. Après, ils ont quand même eu des petits passages à vide aussi dans ce match. Donc c'est sûr qu'il y a ce qu'on voit, on extrapole un peu parce qu'on se dit que c'est le début de saison. Donc on se dit que oui, ça peut atteindre un très haut niveau. Il n'y avait pas Paul George par exemple non plus, ce qu'on a un petit peu oublié dans l'après-match. D'ailleurs même les acteurs eux-mêmes, je crois que son nom a été cité une seule fois par Doc Rivers tout à la fin de sa conférence de presse. Donc l'aperçu qu'on a est très intéressant. Ça peut être notamment une des défenses les plus étouffantes de la ligue, avec un Patrick Beverley en chien de garde qui se permet même de défendre sur LeBron James par exemple, et puis Kawhi Leonard qui a les mains toujours aussi géantes et actives pour piquer des ballons. T'as le sentiment finalement que sur ce premier match, les deux équipes se sont pas trop retenues comme elles auraient pu le faire sur un premier match de saison régulière. Est-ce que elles se sont déjà données à 80-90% ou ils en ont gardé sous le pied ?
Je pense qu'ils en ont pas gardé sous le pied. Après, ils sont pas à 100% de leur potentiel, mais c'est pas une question de se retenir. On a vu des joueurs qui s'engageaient pleinement. On a vu LeBron James qui a pris 2 charges, par exemple, qui a provoqué 2 passages en force. Donc, en termes d'intensité, d'intention, d'implication, tout le monde était à 100%. Cette conférence Ouest, elle est tellement dense en termes d'équipes qui peuvent être championnes et d'équipes qui peuvent être en play-off, ou si on fait un mauvais mois, se retrouver en dehors des play-offs, que on peut pas se permettre d'aborder des matchs un peu tranquillou. Maintenant, c'est de tous les matchs quasiment à 100%. Donc 100% des intentions, pas 100% du potentiel, parce que il va falloir forcément des semaines, voire des mois avant que tous les joueurs et que toutes les équipes trouvent vraiment leur marque en matière de jeu. Tu parlais de Patrick Beverley, Max, lui, c'était peu importe un premier match de la saison ou pas, lui c'était intensité playoff déjà. Patrick Beverley, en fait, il y a vraiment pas de match où il est pas à 100%. C'est quelqu'un qui est d'une intensité rare, sans doute le joueur le plus intense de la ligue. D'ailleurs, avant le match, il y a eu une personne, je suis pas sûr que c'était un journaliste qui était accrédité au nom de Tencent, qui est un média chinois qui diffuse en streaming la NBA. Et cette personne est arrivée avec un t-shirt sur lequel il y avait Lake Show, qui est le slogan et le hashtag des Lakers cette année. Patrick Beverley, il est allé voir un membre du staff des Clippers pour que l'imprudent soit éjecté du vestiaire. Donc que ce soit sur le terrain ou en dehors, il est toujours à 100% et prêt à la bagarre au sens figuré du terme. Il n'y a pas eu de... Et alors justement, on va en parler de ce Lake Show, finalement, au rayon conclusion hâtive. Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter pour les Lakers avec cette défaite ? Samy ? Non. Oui, ou Maxime ? Non, enfin, moi je pense pas. On pourra s'inquiéter. D'ailleurs, on n'était pas inquiet pour eux l'an dernier jusqu'au mois de décembre. Ils étaient 4e de la conférence Ouest à Noël, et puis ça s'est effondré ensuite. Donc c'est vrai que partir, c'est mieux de bien partir, mais jusque tournant de fin décembre et la période jusqu'au All-Star Game, il sera trop tôt pour s'alarmer, ou pour une équipe qui aura un bilan, on va dire, dans la moyenne. Ce qui est, sans tirer de conclusion hâtive, le banc quand même semble un petit peu juste du côté de Los Angeles. Là, les principaux remplaçants contre les Clippers n'ont pas fait des rentrées extrêmement saignantes. Dwight Howard ou Jared Dudley, Quinn Cook ou Kentavious Caldwell-Pope. Alors qu'en face, le banc des Clippers, ça va être une de leurs forces cette saison, avec Lou Williams, 6e homme de l'année en titre. Le duo qu'il forme avec Montrezl Harrell est un duo souvent dévastateur et qui finit souvent les matchs, qui est présent dans les moments chauds pour les Clippers. Le banc des Lakers, il est pas encore au même niveau, et c'est vraiment un point sur lequel ils vont devoir travailler cette année pour espérer tenir le regard. Après, je sais pas s'il y aura un seul banc en NBA qui sera au niveau de celui des Clippers, parce que quand t'as Lou Williams et Montrezl Harrell qui sortent du banc, forcément, déjà comme tu disais, c'est dévastateur. On a vu, ils ont des automatismes tous les deux, ils se trouvent, et l'équipe a même été capable de faire la différence sur plusieurs séquences avec Kawhi Leonard sur le banc. Non, les Lakers, je pense, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y aura Kyle Kuzma aussi qui reviendra d'ici quelques semaines, qui devra a priori sortir du banc et amener de l'intensité, de l'adresse extérieure aussi. On a vu plutôt des bons débuts d'Anthony Davis, même si l'adresse a fini par s'étioler. On voit qu'il peut être complètement indéfendable poste bas, et il faut leur laisser du temps à ces Lakers de se trouver. C'est une équipe qui a énormément changé à l'intersaison, leur laisser le temps de se trouver, de construire leur jeu. Peut-être il manque un deuxième créateur au relais de LeBron James quand même, mais voilà, laissons-leur un peu de temps et gageons que l'équipe va monter en puissance. Au rayon conférence Ouest, si je me trompe pas, il y a d'autres grandes équipes qui n'ont pas encore joué, telles Golden State, Houston. Est-ce que finalement cet énorme choc de Los Angeles a un peu éclipsé le fait que ces équipes-là vont aussi entrer dans la danse 2 jours après ? Est-ce que toi, du côté des États-Unis, médiatiquement, Maxime, tu sens qu'il y a une effervescence californienne du côté de Los Angeles et qu'on a tendance un peu à oublier que d'autres équipes vont jouer leur chance cette saison ? Oublier, je sais pas, mais c'est vrai que c'était le choc. C'est une des grandes villes, c'est un gros marché. Il y a forcément un intérêt qui est démultiplié par rapport à d'autres équipes qui sont dans des plus petites villes. Mais donc forcément, c'est une loupe grossissante énorme.
TNT qui est diffuseur de la NBA, qui a notamment Shaq et Charles Barkley parmi ses consultants, avait délocalisé son plateau à Los Angeles pour ce match. Donc voilà, tout le monde était impatient de cette reprise et de les voir à l'œuvre. Après, je pense que aussi tout le monde est bien conscient que il y a Golden State qui va inaugurer cette nouvelle salle ce soir. Où tu seras Houston aussi, voilà. Je vais aller inaugurer le Chase Center, voir un petit peu si ça vaut son $1,8 milliard, je crois que c'est 1,8 milliard de dollars pour la construction. Donc voilà, c'est juste que la NBA est capable aussi avec sa puissance, on va dire, sur les réseaux sociaux, le fameux NBA Twitter, de générer de l'attente, de l'animation, des choses à raconter, des histoires à partir de quasiment le moindre match-up, donc la moindre opposition. Donc voilà, là c'était celle de LA qui a permis de faire bouillir la marmite jusqu'au début de saison. Maintenant, on va bien sûr s'intéresser tout autant à Golden State, qui était quand même l'équipe de ces 5 dernières années, et Houston avec Harden et Westbrook. Tout le monde attend de voir à quel moment ils vont commencer à râler l'un après l'autre parce que ils croquent un petit peu trop. Et avant de basculer sur la conférence Est, est-ce qu'il y a d'autres noms à sortir de ces 2 premiers jours, une équipe qui vous a surpris ou déçu sur ces 2 premiers jours? Peut-être Denver qui fait quand même une des performances de la première journée en allant gagner à Portland face à Damian Lillard, avec c'est le deuxième en titre de la conférence Ouest l'an dernier qui a gardé un effectif très solide, qui récupère le rookie Michael Porter Jr. qui peut être un des favoris au trône de la conférence Ouest, en profitant peut-être d'une attention médiatique très focalisée sur la bataille de Los Angeles, en essayant d'avancer un peu sous le radar. Les débuts de Utah aussi, qui est l'une des franchises qui a, on va dire, réussi l'un des plus beaux recrutements de l'été avec Mike Conley. Alors Utah, ils jouaient à domicile, ils ont battu Oklahoma City. 1 sur 16 pour Mike Conley. Ouais, alors effectivement, l'intégration s'est pas très bien passée. En plus, c'est beaucoup de tirs ouverts qu'il a manqué, mais du coup, c'est pas tellement inquiétant. On voit que Bojan Bogdanovic apporte aussi beaucoup. Ça permet de faire sortir du banc Joe Ingles, ce qui est quand même un sacré luxe. C'était un titulaire indiscutable de cette équipe qui a quand même réussi une bonne saison régulière la saison dernière. Et là, vous mettez un de ces joueurs majeurs, vous lui permettez de sortir du banc. Donovan Mitchell a prouvé qu'il était capable... Enfin, il n'a rien prouvé sur un match, mais il a réalisé une bonne Coupe du Monde avec Team USA. Là, il réalise un très gros premier match. C'est peut-être la saison de l'explosion. En tout cas, apparemment, les clés de la franchise sont pour lui. Évidemment, ce n'était que OKC en face, et Maxime pourra peut-être nous en parler puisqu'il était au match, mais voilà, sur le papier, c'est une équipe que je vois terminer au moins top 3 de la conférence Ouest et qu'il faudra suivre de très près. Justement, Maxime, toi qui y étais, comme disait Gaëtan, et tu as déjà vu plusieurs fois cette équipe de Salt Lake, quel est ton avis sur cette équipe? À quel point est-ce qu'elle a évolué? Et cette victoire un peu au forceps, finalement, est-ce qu'elle ne cache pas qu'elle sera beaucoup plus forte que ça dans les semaines à venir? C'est sûr que quand votre meneur fait 1 sur 16 au tir, c'est déjà pas mal de gagner. Utah a montré une bonne défense et c'est vrai qu'ils ont gagné en profondeur par rapport à l'an dernier. Il y a des joueurs qui sont des vétérans, qui ont pas mal d'expérience et qui ont joué en play-off, qui ont connu les play-offs comme Jeff Green et Ed Davis, qui vont aussi apporter et permettre qu'il n'y ait pas un trop gros... entre la première et la deuxième unité, il n'y aura pas une trop grosse différence. Il y a eu un Emmanuel Mudiay qui était assez intéressant aussi hier, qui a mis 12 points, qui s'est montré plutôt à son avantage. Il était un peu en perdition à New York, mais là de rentrer dans un système un peu plus structuré, apparemment ça lui réussit bien. Non, c'est une équipe qui a de la profondeur. Après, c'est une équipe qui a pas un seul All-Star. Donc c'est pas l'équipe qui brille, c'est l'équipe qui va s'appuyer sur la défense et qui va essayer, un peu à la manière de Denver, de profiter de toute la tension sur les autres équipes pour faire son petit bonhomme de chemin, essayer d'atteindre les 50 victoires. Et vu comment c'est équilibré cette année, entre 50 et 55 victoires, on doit pouvoir faire un top 3, voire être premier de la conférence Ouest. Donc gros potentiel. Et attention à OKC, moi c'est vrai que avant le match,
je me disais ils vont se faire exploser vu ce qui s'est passé cette dernière saison, mais ils ont quand même Chris Paul, Steven Adams et Gallinari dans le 5 de départ, et un très bon jeune Shai Gilgeous-Alexander qui a été très très intéressant hier. Donc c'est une équipe qui va vraiment pouvoir embêter les autres, qui fera pas forcément les playoffs, mais qui prendra des matchs sans doute à des équipes à la lutte et qui pourrait faire ou défaire une qualification. Et c'est au son de ce petit piano jazzy qu'on entend en fond dans l'aéroport qu'on va basculer sur la conférence Est, qu'on va peut-être hâtivement réduire à un match, ce Philadelphie-Boston. Très, très gros match, âpre, avec une victoire des Sixers. Est-ce que ça y est, Joel Embiid et Savant sont déjà les ultra favoris à l'Est ? Je pense qu'il faut pas tirer trop de conclusions de ce premier match. D'ailleurs, Joel Embiid, en parlant de lui, a été plutôt bien défendu par Boston. Il finit avec seulement 15 points, alors que l'an dernier à Boston, finalement, c'est Al Horford qui défendait sur lui. Al Horford qui est dorénavant son coéquipier. Donc on pouvait s'attendre à, pourquoi pas, un carton de Joel Embiid face à des adversaires comme Enes Kanter, qui sont pas spécialement réputés pour leur défense intérieure. Et non, Joel Embiid, il a été plutôt bien tenu par Brad Stevens, par l'effort collectif de Boston. Donc je pense que ça montre que cette équipe de Boston, même si elle a perdu Al Horford, elle a perdu Kyrie Irving, mais récupéré Kemba Walker, elle pourra peut-être trouver des solutions pour embêter toujours des équipes comme Milwaukee, des équipes comme Philadelphie, et pourquoi pas se qualifier confortablement en play-off. Mais Philadelphie, ça reste une armada finalement aujourd'hui sur un 5 majeur. Ah oui, sur un 5 majeur, et même en allant chercher quelques petites trouvailles sur le banc. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé la rediffusion du match ce matin, j'ai beaucoup aimé par exemple la défense de Matisse Thybulle, qui est un poison et qui a vraiment sur certaines séquences éteint complètement Kemba Walker, le meneur de Boston. On parlait de l'intensité de ces premiers matchs de début de saison, et bon, il faut dire que c'était pas un beau match là, ce Boston-Philadelphie, mais là pareil, il y avait du répondant en termes d'intensité, en termes d'engagement, et je crois que c'est Josh Richardson qui parle d'un match de play-off. Ouais, quasiment. d'une ambiance. Bon, alors peut-être il s'est un peu enflammé, mais ça montre que voilà, les équipes sont prêtes, sérieuses, qu'il y a eu vraiment énormément de mouvements cette saison. J'ai lu le chiffre tout à l'heure, c'est 43% des joueurs qui sont restés dans leur franchise. C'est le plus bas depuis le début du 21e siècle. Donc, il y a eu énormément de changements. Tout le monde a un peu le couteau entre les dents, a dedans des coudes, et de montrer que sa nouvelle équipe, les nouvelles forces en présence sont là pour faire quelque chose. Et pareil, Philadelphie, il y a eu quand même de gros changements avec le départ de Jimmy Butler, l'arrivée d'Horford, t'en parlais Samy. Ce qui renforce la rivalité entre les deux franchises. Je pense que le cas Horford va peut-être justement souffler un peu sur les braises qui existaient déjà entre les deux équipes. Non, Philadelphie a peut-être même toujours pas digéré cette élimination contre Boston en demi-finale de conférence il y a 2 ans, alors qu'ils se voyaient aller très très loin, et face à un Boston qui était privé de Kyrie Irving à l'époque. Donc là, ils croient en eux, et je pense qu'ils se voient en finale NBA, cette équipe de Philadelphie qui, dans toutes les prédictions des observateurs, ça se résume souvent à un duel Philadelphie-Milwaukee à l'Est. Mais je pense que l'armada que Philadelphie va peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place, va peut-être souffrir face à des équipes qui jouent plus petits, puisqu'ils jouent avec 3 grands, Harris, Horford et Embiid. Et donc ça va être intéressant de voir vraiment l'intégration de Al Horford et de Josh Richardson dans cette équipe. Et on n'oublie pas que Milwaukee n'a pas encore fait ses débuts dans la saison. Un dernier mot sur cette conférence Est, avec mardi soir le champion qui disputait son premier match avec la remise des bagues et une victoire très compliquée à aller chercher. Finalement, ce Toronto, qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que le champion a parlé, que certes Kawhi Leonard est parti, mais que ceux qui restent ont bien l'intention de montrer qu'ils ne sont pas devenus champions NBA que par la grâce de Kawhi, et que eux aussi ont apporté des choses, eux aussi sont capables de jouer, de proposer un bon basket. On a vu un Fred VanVleet qui était absolument sur un nuage, sur lequel il est monté en cours de play-off depuis qu'il est devenu papa, et apparemment il n'en est toujours pas redescendu. Pascal Siakam qui
qui, depuis le départ de Kawhi Leonard, va être invité à devenir peut-être le franchise player de Toronto et qui a réussi un excellent premier match au scoring, au rebond, dans l'intensité, dans le leadership. Non, il faut pas. C'est pas parce qu'ils ont perdu Kawhi que il faut oublier Toronto. Je pense qu'il reste un contender, pas un favori dans cette conférence Est, sans doute un peu derrière Philadelphie, un peu derrière Milwaukee, mais attention, ils sont là, pas loin derrière. Ils l'ont montré. Même question que pour la conférence Ouest. Est-ce qu'il y a des équipes cette nuit, notamment, qui ont tiré déjà un peu leur épingle du jeu, qui ont surpris, qui sont allés chercher un résultat qui vous interpelle? Peut-être pas une énorme surprise, mais la défense d'Orlando qui maintient Cleveland sous 90 points. Orlando, c'est une équipe qui squatte pas forcément les top 10, les highlights, mais qui fait du travail sérieux depuis un an et demi, qui est une équipe qui est assez ambitieuse. Evan Fournier le disait dans l'interview qu'il avait accordée à l'équipe pour ce mardi en ouverture de la saison, qui se voyait aller très loin. Et on sent que cette équipe d'Orlando, elle a vraiment misé sur la continuité. Et ce qu'elle a déjà proposé en termes d'efforts collectifs contre Cleveland pour limiter un maximum l'attaque des Cavaliers, c'est prometteur. Markelle Fultz qui démarre vraiment sa saison avec le Magic, qui met 12 points et qui a l'air surtout de mettre énormément d'intensité, d'avoir peut-être enfin mis derrière lui ses soucis à l'épaule. C'est prometteur. Mohamed Bamba, le rookie qu'on n'avait pas vu du tout, enfin pas vu ou presque la saison dernière, qui avait été gêné par beaucoup de blessures, qui aussi a fait une bonne entrée. Donc j'ai été pas mal séduit par Orlando. Bon, ça reste Cleveland en face. Ça reste Cleveland en face, mais c'est intéressant quand même de voir cette équipe d'Orlando évoluer. Avant de changer de continent, on fait un petit mot sur nos Français qui ont tous à peu près joué cette nuit. Max, toi qui étais à Salt Lake, tu as pu voir Rudy Gobert de près. Il ne fait aucun doute qu'il sera un des leaders du contingent tricolore cette saison encore, avec peut-être un apport offensif qui sera plus maîtrisé par rapport à cet effectif plein. Par rapport au offensif maîtrisé, tu veux dire qu'il marquera peut-être pas autant que l'an dernier? Disons que ça fait partie de ses objectifs avoués que de progresser offensivement, mais là, la balle, il va falloir la partager encore plus. Ouais, et puis bon, ils s'en remettent tellement à lui en défense que voilà, il y a des joueurs two-way qui, comme on dit, des joueurs qui défendent des deux côtés, qui jouent beaucoup des deux côtés en défense en attaque, mais ils s'en remettent à lui totalement en défense. Son entraîneur, Chris Snyder, était encore admiratif de sa performance de ce côté-là. Donc oui, c'est vrai qu'offensivement, on va plus chercher Donovan Mitchell, Mike Conley qui fera pas un 1 sur 16 à tous les matchs, Bogdanovic qui a déjà montré qu'il était extrêmement capable. Donc oui, c'est sûr qu'il sera pas l'option numéro 1. Après, il peut aussi faire des prestations, il capte des rebonds offensifs. Ce sera pas forcément créé pour lui. Ce sera plus le fruit des circonstances, sa progression dans ce domaine-là, mais en termes de défense, il va encore être le standard, le maître étalon de la ligue. Et ce sera un peu tout le contraire pour Evan Fournier, dont la première sortie à 15 points, si je ne m'abuse, a été accompagnée d'une belle réussite au tir, 7 sur 13. C'est ça aussi son objectif avoué cette saison. Et Gaëtan, je repose finalement presque la même question. Gobert-Fournier, c'est un peu le ticket français en NBA pour la saison à venir. Comme c'était le ticket français en équipe de France pendant la Coupe du Monde, ce sont les deux joueurs dans la force de l'âge, en pleine progression. Ils arrivent tous les deux en pleine possession de leurs moyens physiques, techniques, pour Evan Fournier aussi. Oui, c'est un joueur qui a énormément d'ambition. L'année dernière, il avait réussi une saison un tout petit peu en deçà statistiquement parce que une mauvaise adresse l'avait privé de peut-être quelques points supplémentaires. Moi, je suis persuadé qu'il peut s'approcher des 18 points par match, peut-être même un peu plus. C'est un scoreur avec une énorme mentalité parfaite, la mentalité parfaite pour réussir, pour scorer en NBA. Samy, tu as très justement parlé de l'équipe d'Orlando, à surveiller toujours pour une place en play-off à l'Est. Je pense que oui, ce sera un leader des Français à coup sûr. Sachant que Nicolas Batum... et il a la défense aussi. La défense, bien sûr. On a trop tendance à le résumer comme un attaquant, c'est vrai. L'an dernier, le nombre de matchs après lequel Steve Clifford, son coach,
a dit la défense, a parlé de la défense d'Evan et même de manière générale sur son niveau et son implication défensive. C'est à noter, quoi. Ce sera pas toute l'attaque pour lui, ça c'est clair. Et on note donc Nicolas Batum, lui, s'est blessé au doigt cette nuit et pourrait être absent quelques jours, voire quelques semaines, une fracture du majeur. Pour les autres Frenchies de NBA, il faudra s'attendre à une saison parfois compliquée en dents de scie, j'imagine. Peut-être on peut parler aussi de Frank Ntilikina, justement, qui est 3e meneur de la rotation des Knicks. Et ce qu'on craignait un petit peu, c'est confirmé sur le premier match face aux Spurs. Il a été presque pas appelé par son coach. Il a joué 3 minutes. Il est derrière des joueurs comme Dennis Smith Jr., comme Elfrid Payton. Et quand on sait que le rookie un peu star des Knicks, RJ Barrett, aime beaucoup avoir la balle en main, il va falloir que Frank Ntilikina, quand il aura sa chance, la saisisse pleinement. Sinon, cette fin de rotation pourrait être sa situation une partie de la saison. Et pareil, Vincent Poirier à Boston qui n'est pas entré en jeu. Alors c'est qu'un premier match, mais bon, surpris de le voir arriver 4e dans la rotation des pivots. Alors derrière Enes Kanter qui est le titulaire, qui va être le titulaire a priori au poste de pivot toute l'année, mais derrière Daniel Theis et derrière Robert Williams. Bon, dommage, c'est vrai qu'il a un profil peut-être un peu similaire à celui de Robert Williams, il écarte pas tellement le jeu. Il a montré de magnifiques choses en Euroleague la saison dernière avec Vitoria, meilleur rebondeur de la compétition. Il a le niveau pour se tailler une petite place en NBA, je pense. À voir, j'espère qu'il va réussir à grignoter et à s'imposer dans cette raquette de Boston. Tu parlais d'Euroleague, on va transitionner du coup vers l'Europe et parler un petit peu de l'Asvel qui est à Kaunas cette semaine pour y disputer son 4e match d'Euroleague demain, vendredi. Match de la relance après avoir encaissé 41 points à Munich la semaine dernière. Ce match est aussi un peu le départ d'un mois fou avec 12 rencontres à disputer en 35 jours. Donc on rentre dans le vif du sujet pour l'Asvel. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce rythme un peu infernal nuise aux résultats du club à la fois en Euroleague et peut-être aussi en JP Elite? Alors, il va y avoir des moments où forcément ça va peser, et je pense que ça a été le cas à Munich où on pouvait s'attendre à une défaite en Euroleague à l'extérieur après 2 grosses victoires à domicile, mais peut-être pas une déroute de cette ampleur. On a senti que les joueurs étaient un peu fatigués, lâchaient un peu par moment. Il y a aussi les premières blessures, Théo Malédon qui est blessé à l'épaule, Adrian Payne aussi qui ne joue toujours pas, qui est arrêté pour 2 semaines. Il lui reste 1 semaine d'arrêt. Donc oui, forcément ça va peser par moment, mais l'Asvel s'est aussi construit un effectif pour faire face à ça. Il y a 13 joueurs pros, un effectif profond avec chaque poste doublé, des rotations capables d'apporter. Donc oui, le calendrier est démentiel, c'est 34 matchs de saison régulière en Euroleague, autant en championnat de France. Ça pèsera, il y aura des matchs où ça lâchera, et évidemment que les débuts en fanfare en Euroleague, c'était 2 exploits, mais il fallait pas s'attendre à ce qu'ils en enchaînent 10 comme ça. C'est très bien, ils les ont pris. Maintenant, je pense qu'ils ont l'effectif pour tenir sur le championnat, continuer à aller gratter quelques victoires par-ci par-là en Euroleague. Oui, la fatigue pesera, mais je pense qu'ils sont organisés pour faire face. Et justement, Maxime, par exemple, la spécificité des 2-3 jours qui attendent l'Asvel là, c'est qu'ils sont à Kaunas et dimanche ils jouent à Roanne, donc 2 déplacements en 3 jours. C'est typiquement le genre de rythme que tiennent finalement des joueurs NBA. Comment est-ce que les joueurs en NBA vivent déjà ces déplacements en répétition, et comment est-ce que l'Asvel peut gratter des informations, en tout cas s'en inspirer pour pouvoir gérer justement les organismes, le mental et toutes ces choses-là? Ouais, déjà en NBA, ils ont leur vol charter, leur avion dédié qui leur fait faire tous les déplacements. Donc, je sais pas exactement dans quelles conditions l'Asvel va se déplacer. Alors, ils ont un avantage cette saison, c'est que jouer en Euroleague fait qu'ils jouent dans de grandes villes européennes, donc ils peuvent partir de Lyon et rallier ces villes-là plutôt que de devoir faire des escales à répétition, ce qui du coup les rapproche aussi de ce rythme NBA par exemple. Voilà. Après, c'est vrai que quand la NBA joue 2 fois en 3 jours, on va directement d'un endroit à l'autre sans s'arrêter, sans faire de bus, etc. J'imagine qu'il y aura un peu de bus pour aller jusqu'à Roanne. Voilà. Après, c'est de la récupération.
Mais la question des rythmes infernaux se pose aussi en NBA malgré tout ce qui est mis en place en termes de soins. On a souvent des joueurs qui ont ces espèces de bottes qui compressent les jambes pour aider à se préparer ou à récupérer. Enfin, il y a énormément de systèmes, de nouvelles technologies aussi utilisées. Malgré tout ça, il y a eu un article récemment, un long article d'ESPN qui disait que le manque de sommeil induit par ces rythmes infernaux et l'enchaînement des matchs était pesé énormément sur les organismes et que c'était en train de devenir un véritable problème et qu'on se rendait compte que les joueurs étaient moins performants et que leur métabolisme souffrait vraiment de ce rythme malgré tout ce qui est mis en place autour. Samy, sur la période qu'on évoque, là, l'ASVEL va rencontrer 6 équipes qui ont pris un moins bon départ en Euroleague. Finalement, est-ce que ça préfigure d'un mois qui est presque... qui est très important pour l'ASVEL pour être compétitif dans cette compétition? C'est un mois qui va donner pas mal d'indications sur ce que peut espérer l'ASVEL, sur ce que vaut l'ASVEL sur la scène continentale. Il y a des véritables chocs. Il y a le match contre le CSKA Moscou début novembre. Il va y avoir un match contre l'Anadolu Efes qui était le finaliste de la dernière Euroleague. Donc on va en savoir un petit peu plus sur ce que vaut cette ASVEL, sur ce que cette équipe a dans le ventre en Euroleague. Et ça va être l'occasion de voir si leur début en fanfare, les 2 victoires un petit peu arrachés en mental dans leur salle, sont juste un feu de paille, ou si finalement c'est les débuts d'une équipe qui va être capable d'embêter les gros, voire même peut-être de les battre, et d'une équipe qui va pouvoir à chaque match essayer d'éviter de subir une autre déroute comme contre le Bayern Munich. Quelque chose qui va aussi être important, c'est d'économiser un maximum les joueurs peut-être en JP Elite. Le coach de l'ASVEL, Mitrovic, il essaie de limiter les temps de jeu à plus de 30 minutes et c'est ce qui va vraiment compter pour essayer d'avoir des joueurs performants 2 ou 3 fois par semaine. L'effectif de l'ASVEL, il ne faut pas se le cacher, est moins profond qu'une équipe comme Fenerbahçe qui a récupéré Geoffrey Lauvergne cette semaine et qui marchait bien sans Geoffrey Lauvergne. Donc ça montre la qualité des effectifs de ces équipes qui jouent le titre en Euroleague. Donc on va en savoir plus sur ce que vaut l'ASVEL et je pense qu'il faudra essayer au maximum d'éviter les blessures. T'as raison, Samy, je te rejoins. L'ASVEL qui a 6 victoires, 0 défaites en championnat. Et c'est là qu'il faut effectivement faire tourner. On l'a vu face à Pau dimanche dernier où Zvezdan Mitrovic a donné un peu plus de temps, par exemple, à Ismaël Bako, le jeune pivot belge, qui a bien répondu, qui a mis 9 points, joué 15 minutes. Et ça va être ces joueurs comme ça, comme Bako, comme Lomaz, le shooter letton, ça va être à eux de gagner un peu plus en temps de jeu. Peut-être Charles Galiou aussi, qui avait été un des bons soldats de la saison dernière, pour faire souffler les stars que sont Edwin Jackson, Antoine Dio, Charles Cahuili, David Laïti. Il faut que ces joueurs de banc... les enjeux de récupération, de performer sur plusieurs tableaux, ça va venir de ce que eux vont pouvoir apporter. Et le petit bémol, c'est que Zvezdan Mitrovic semblait pas énormément leur faire confiance depuis le début de saison. Lomaz joue très peu. C'est un peu mieux sur les derniers matchs, mais au début, il a passé plusieurs matchs complètement sur le banc. Bako, pareil, il n'avait pas l'air de lui faire énormément confiance. Voilà, à eux de se montrer, à eux de gagner du temps de jeu, d'être performants et d'apporter à l'ASVEL. Donc le maître mot, c'est souffler et ne pas se relâcher. Messieurs, on va achever ce podcast avec peut-être chacun un coup de cœur ou un coup de gueule, si le cœur vous en dit. On commence par toi, Samy. Alors, peut-être que ça va être un petit coup de gueule sur le prix des places NBA pour le match à Paris, le match entre Milwaukee et Charlotte. Donc ça y est, enfin, les places peuvent commencer à être réservées. Et on a vu fleurir un petit peu hier sur Twitter pas mal de commentaires agacés sur le prix des places qui va de quasiment 80 € pour les 65 € tout à fait pour les places qui sont les plus hautes par rapport au terrain, jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Et c'est un petit peu dommage puisque ce retour de la NBA en France c'était une vraie fête populaire, on s'y attendait, et voir que les prix des places sont aussi chers, je pense que ça c'est un petit peu dommage, ça contribue à un petit peu atténuer
vraiment la joie que faisait peser ce retour. Ce qui a beaucoup agacé aussi, je crois, c'est que pour accéder à cette vente, il fallait se préinscrire sur Internet et qu'on avait reçu un message qui donnait l'impression, si on s'inscrivait, d'être un peu privilégié, d'être pas assuré d'avoir une place, mais d'être en bonne position et qu'à peine la vente lancée, les gens se retrouvaient dans une file d'attente de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Jusqu'à 150 000. Donc c'est extrêmement frustrant et ça a déçu beaucoup de monde, oui, effectivement. Et ils pourront tenter leur chance dès demain. Gaëtan ? Un petit coup de cœur pour Laou Konaté, l'ailier international français, qui a retrouvé un club. Il a signé à Tenerife en Espagne. C'était un des meilleurs joueurs de Jeep Elite la saison dernière, élu meilleur défenseur dans le 5 majeur de la saison. Et voilà, c'était un peu triste de le voir débuter la saison sans club. Il voulait tenter l'expérience à l'étranger. Ça s'est pas passé comme il le souhaitait pendant l'intersaison. Il s'est retrouvé sans club. Il a commencé à regarder la saison depuis devant sa télé. Et voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a suivi une progression linéaire depuis le National 1, la Pro B à Évreux et puis la Jeep Elite jusqu'à cette saison dernière où il a explosé avec Nanterre. Il est devenu international français et ça fait plaisir de le voir retrouver un club et le jeu. Maxime, on termine par toi. Coup de cœur ou coup de gueule ? Un coup de gueule pour deux coachs NBA. Alors, ils sont 1 million de fois plus compétents que moi en matière de basket, mais il y a des choses qui me surprennent énormément. Alors, ça concerne deux Frenchies, donc forcément, on a un point de vue un peu biaisé. Mais le premier, c'est Fizdale qui se plaint que son équipe joue trop en isolation et qui fait pas jouer Frank Ntilikina ou qui lui donne 3 minutes alors que c'est celui de ces meneurs qui fait le plus jouer les autres. C'est pas Dennis Smith Jr. Avec qui ça va arriver. Donc voilà, il y a une différence entre le discours qui est tenu et les décisions qui sont prises qui est assez effarante. Et le deuxième, c'est Dwayne Casey avec la gestion de Sekou Doumbouya, qu'il a pas du tout fait jouer en pré-saison alors qu'il avait l'occasion de voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre et dans les jambes, et qui sur toutes les interviews de pré-saison a un petit peu récité ce qu'on lisait sur les scouting reports, ce que les gens qui étudient les joueurs qui sont à l'étranger rapportent aux franchises. On a l'impression qu'il l'a pas regardé à l'entraînement. Enfin, il y avait rien de personnel ou de nouveau dans ce qu'il apportait de sa vision du joueur. Donc on a l'impression que il a décidé de le mettre de côté, de l'envoyer à Grand Rapids en G-League. Dans l'absolu, c'est pas un problème. C'est un joueur très très jeune encore et qui a le temps de se développer. Mais lui donner aussi peu de temps de jeu en pré-saison, alors que l'équipe est pas non plus en mode championnat, gagner un championnat maintenant, je trouve ça un peu rude. Il semblait ne pas le trouver prêt tout à fait physiquement. J'ai lu sur cette dernière interview, il disait la NBA, c'est quand même c'est des hommes. Il est encore un peu jeune, il doit se parfaire. Même en venant d'un championnat professionnel comme la Jeep Elite, il n'était pas tout à fait à ce niveau sur ce plan-là. Casey, c'est pas un entraîneur qui est porté du tout sur les jeunes joueurs. Ouais. Je pense qu'il a même retardé l'explosion de Pascal Siakam parce que il voulait pas lui confier de responsabilité, ce que d'autres joueurs dans l'effectif lui demandaient. Donc voilà, après c'est peut-être vrai, mais c'est aussi un peu l'excuse tarte à la crème qu'on entend dès qu'il y a un jeune joueur que le coach a pas envie d'aligner. Bon on espère que les coachs en question reviendront à la raison. Voilà qui conclut ce podcast. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, bon week-end à tous.